Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler dans cet édito des budgets. Le budget de la Sécu, un déficit qu'on nous dit maintenant résorbé, il serait ce budget au vert, pendant que l'hôpital public et notre système de santé sont au rouge. Ça va continuer. Et puis le budget de l'État, alors là, c'est un budget trompeur, un budget toujours inégalitaire et un budget qui va encore réduire nos services publics. Alors, générique. Alors on nous dit le déficit de la sécurité sociale est quasiment résorbé, on va même avoir un petit excédent, tout va bien. Sauf que si le budget est au vert, la réalité est au rouge. L'hôpital public est toujours sous tension et notre système de santé va mal. Est-ce que ça va s'améliorer cette année? Non. De quoi, quand on nous annonce des budgets en équilibre, de quoi parlons-nous? En réalité, nous avons naturellement une augmentation, ce qu'on appelle naturelle, des dépenses de santé et de protection sociale. Exemple, on vit plus longtemps, plus de retraites, plus de dépenses de santé, on améliore la technique de la santé, donc des coûts un peu supérieurs. Bref, il y a une évolution naturelle de ces dépenses. Et quand on nous dit aujourd'hui que l'équilibre va être restauré, et même avec un léger 700 millions de bénéfices, on oublie de vous dire que par rapport à ces dépenses naturelles, ça veut dire qu'on va faire 5,8 milliards d'économies sur notre système de protection sociale. Et comment fait-on ces économies? Ben d'abord, en n'indexant pas les retraites, en n'indexant pas non plus les prestations familiales, et donc en faisant payer aux retraités et aux plus modestes le retour à l'équilibre. Quand on va faire le total de cette non-indexation, c'est plus de 1,8 milliard d'euros qui vont être économisés par l'État. Et puis il y a un deuxième volet extrêmement important, c'est que nos dépenses d'assurance maladie vont être comprimées par rapport à ces évolutions naturelles de plus de 3,8 milliards d'euros. C'est une somme importante. Ça veut dire que ça aura des conséquences et dans l'hôpital et dans le système de santé. Et quand on vous a annoncé dans le plan Santé 2022 qu'il y avait une amélioration du l'Ondam, je passe la technique, pour 400 millions d'euros, vous voyez bien que ce n'est pas qu'on va améliorer la situation, c'est qu'on va moins la détériorer. Au bilan, je répète, 3,8 milliards d'euros d'économie sur l'assurance maladie. Comment va se faire cette économie? Alors on ne connaît pas encore tout de tout cela parce que c'est tellement plus facile de faire des choses au cas par cas. D'abord, l'hôpital public lui-même va continuer à devoir se serrer la ceinture. Je vous invite, et vous l'avez peut-être déjà fait, mais regardez en replay si ce n'est pas le cas, de regarder l'émission de France Télévisions qui fait témoigner les salariés, tous ceux qui travaillent dans l'hôpital public et qui vont montrer leur désarroi, leur malaise, non seulement en tant que salariés, mais en tant qu'hommes et femmes qui voient des malades qui ne sont pas accueillis et traités comme il le faudrait. Deuxièmement, il y a des tas de petites économies insidieuses que vous allez découvrir au jour le jour. Par exemple, on va augmenter le forfait pour les grosses interventions, qui est celui que le malade doit continuer à payer, qui la plupart du temps est pris en cause par les mutuelles. Il va augmenter fortement. Donc les mutuelles vont augmenter les tarifs de vos mutuelles. Quel est le bilan en termes de qualité de soins? On paye la même chose, pas dans la même poche, mais surtout, certains ne pourront pas se le payer. Donc on voit bien que là, on est encore dans un budget d'austérité pour la santé, et pourtant notre système est en train de craquer, halte au feu. Il faudra donc, pendant ce débat budgétaire, 1. Faire la vérité, 2. S'y opposer, 3. Pour toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain, poursuivre la mobilisation. Le deuxième axe, le deuxième point important dans cette évolution de notre protection sociale, c'est la manière dont l'État va se défausser en direction de la sécurité sociale. Je m'explique. Vous avez, en fait, ils assèchent les recettes de la protection sociale. On nous dit en général, on fait des allègements de cotisations, l'État va compenser. Eh bien non, cette année, on va arrêter des compensations. Et c'est pour 1,3 milliard d'euros que l'État ne va pas compenser la sécurité sociale.
Et ne serait-ce qu'un exemple, les 600 millions de défiscalisation des heures supplémentaires, qu'on nous vend comme étant une mesure très favorable. Moi, je suis moins sûre qu'elle soit favorable à l'emploi qu'on le dit, mais 600 millions, ce n'est pas l'économie de l'État, ce n'est pas les impôts, non, ça va être une réduction c'est la Sécu qui va payer ces défiscalisations des heures supplémentaires. C'est autant de recettes en moins qui sont prévues. Ça n'est qu'un exemple pour, en global, 1,3 milliard. Vous voyez bien qu'on rentre dans une logique où maintenant qu'on a fait faire tous les efforts à la protection sociale, qu'on l'a mis à l'os pour certains et donc à l'équilibre artificiellement dans les comptes, eh bien on va vous assécher la sécurité sociale pour continuer à vous dire qu'elle coûte trop cher, qu'il faut la remettre en cause, qu'il faut allonger la durée où on travaille, qu'il faut réduire les soins, etc., etc. Donc nous sommes toujours devant une mobilisation contre la dérive libérale de ce gouvernement qui remet en cause notre protection sociale comme elle remet en cause les services publics. Alors le budget de cette année, il est trompeur, inégalitaire, vous me direz ça, c'était déjà bien engagé, mais ça ne s'améliore pas. Et troisièmement, il est par ailleurs toujours aussi menaçant pour les services publics qui vont continuer à se dégrader. D'abord, rappelons que, je l'ai dit tout à l'heure, le gros de l'effort pour réduire les déficits publics depuis des années a été fait par la sécurité sociale et pas par l'État. Pourquoi ce n'est pas l'État qui a fait les efforts? Ce n'est pas qu'on n'a pas serré les dépenses, c'est qu'on a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises, des cadeaux mal ciblés. Je parle de cadeaux, ce n'est pas simplement des aides aux entreprises, c'est des cadeaux parce qu'ils ne sont pas ciblés, sans contrepartie, et pas là où on avait le plus besoin pour rétablir la compétitivité industrielle du pays ou pour accompagner les grandes mutations énergétiques ou de robotisation. Donc le déficit public de la France va rester en dessous des 3, mais très élevé, à cause de ces systèmes fiscaux injustes et de ces choix économiques malvenus qui ne soutiennent ni la croissance, ni l'emploi, ni la compétitivité. Mais le budget de cette année, il est d'abord trompeur. Grande opération de communication sur l'amélioration du pouvoir d'achat, 6 milliards de baisse d'impôts pour nos concitoyens. D'abord, tous les économistes conviennent de dire que tout ça est du pipeau, qu'au mieux, il y aura 3,5 milliards d'injections dans le budget pour le pouvoir d'achat. Où est l'erreur? Alors on vous annonce la baisse, alors on l'a déjà annoncé l'an dernier, hein, la baisse de la taxe d'habitation, la suppression des cotisations salariales sur le travail, on améliore un peu les 300 millions pour quelques retraités dans la CSG, bref, globalement on vous dit c'est 6 milliards, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que comparé à cela, la non-indexation de l'ensemble des prestations, j'ai parlé des prestations sociales retraite et j'ai parlé des prestations familiales, mais c'est aussi vrai pour l'APL et toute une série d'autres prestations, l'APL, l'allocation logement. On va donc avoir une pression fiscale aussi renforcée pour l'essence, et bon nombre de nos concitoyens qui habitent dans les zones périurbaines ou qui habitent dans les zones rurales, qui n'ont pas de transport alternatif, eux vont prendre plein pot cette augmentation. Ça doit d'ailleurs nous faire réfléchir sur c'est quoi une taxation écologique opérationnelle et juste. Moi, j'ai quelques idées, mais en tout cas pas la hausse systématique de l'essence sans discernement. Bref, on a, quand vous prenez tout ça cumulé, on a pas plus de 3,5 milliards de pouvoir d'achat potentiel injecté. Très injuste, parce qu'évidemment, celui qui a un salaire élevé, qui n'a pas besoin de sa voiture pour se déplacer, et qui par ailleurs, évidemment, n'a pas besoin de l'APL ou des prestations sociales, va être dans un système où lui, il va avoir une amélioration de son pouvoir d'achat. Mais la grande masse des couches moyennes et modestes, elles vont avoir une baisse de leur pouvoir d'achat. Sans compter que l'inflation qui est prévue, c'est la non-indexation des prestations, mais elle va aussi avoir un impact important sur des dépenses contraintes. Quand vous voyez l'augmentation du gaz,
qui là, c'est pas les taxes et autres, c'est l'augmentation du prix du gaz. Quand vous voyez qu'on a laissé déraper le prix des loyers dans certains secteurs, vous allez avoir aussi une baisse du pouvoir d'achat par l'augmentation des prix. Donc, ne vous faites aucune illusion sur la réalité de cette baisse du pouvoir d'achat. Et par ailleurs, s'il y a un petit boni pouvoir d'achat, ce sera plutôt pour les plus favorisés et pas pour les plus en difficulté. Budget inégalitaire donc, avec un espèce de discours ambiant qui peut paraître comme ça à première vue tentant. On va valoriser ceux qui travaillent. Valoriser ceux qui travaillent avec par derrière l'idée que quand on est retraité, on sera nanti. Il y en a, mais enfin, on n'a qu'à faire l'impôt sur le revenu progressif ou l'impôt sur la grande fortune qu'ils ont supprimé. Et deux, que les chômeurs, eux, s'ils ne veulent pas travailler, c'est quand même de leur faute, qu'ils ne sont pas motivés et autres. Vous connaissez le discours et vous savez très bien que la grande masse des chômeurs ne sont pas des feignants en puissance. Quand il n'y aura plus que, entre guillemets, les feignants en puissance, la France saura résoudre ce problème. Mais la grande inégalité, la grande duperie, c'est que l'enjeu, il est entre le capital et le travail. Or, toutes les aides qu'on a données en nous disant ça va créer de l'emploi, ça va permettre d'améliorer les salaires, mon œil, c'est les dividendes des entreprises qui en ont été les premiers profiteurs et même pas l'investissement la plupart du temps sur le territoire national. Et que donc le travail, lui, est de plus en plus pressuré, faible augmentation des salaires, etc., pendant que le travail est de mieux en mieux rémunéré. Et ce budget ne réoriente pas les aides aux entreprises. Au contraire, cette année, elles vont avoir le double avantage, puisque en transformant le CICE en allègement de charges, ils vont le payer cette année, plus toutes les autres aides qu'ils touchaient habituellement. Ça va donc être pour les entreprises une année de rentrée particulièrement favorable. Alors que les salariés se mobilisent pour qu'au moins ce soit des augmentations de salaire, et il faudrait en même temps augmenter le SMIC. Évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Budget inégalitaire, parce que l'ISF est toujours supprimé, tous les grands avantages fiscaux continuent à aller plein pot. Troisièmement, un budget qui va sacrifier les services publics, parce que le peu qu'on va faire d'économies sur ce budget, pour payer tous ces avantages fiscaux plus riches, il va être essentiellement sur la suppression de, par exemple, 4100. Ils ont dit finalement que 4100 emplois vont être supprimés dans le service public. 1800 dans l'éducation nationale. Et qu'on ne nous raconte pas là non plus des bobards. On nous dit, ah bon, on va mettre les efforts dans le primaire. Très bien, sauf que la population scolaire augmente dans le secondaire. Donc ça va être une détérioration dans le secondaire. Et vous le savez bien, bien sûr qu'il faut aider les enfants en CP, CE1 à mieux démarrer dans la vie, mais le décrochage entre le CP et la 6e, le passage au début du collège, est un moment où l'adolescent a justement beaucoup de pertes de repères et bien de décrochage scolaire qui se met à ce niveau-là. Réduire les moyens de poste dans les collèges et dans les lycées est une erreur alors que la population scolaire augmente. Nous n'avons pas à réduire les postes dans l'éducation nationale, on a plutôt à renforcer les moyens de formation, et les moyens de dédoublement, et les moyens de soutien scolaire. Et puis il y a le deuxième secteur où on fait des efforts, c'est Bercy. Alors moi je n'ai pas pour Bercy une grande... Il y a certainement des postes inutiles à Bercy, mais je crains que ce ne soit pas ceux-là qu'on ait ciblés. Parce que j'observe que beaucoup va se jouer dans ce qu'on appelle la DGFiP, c'est-à-dire dans l'endroit où on traque la fraude fiscale. Cette année, nous avons moins de recettes, si je puis dire, liées au fait qu'on a bien traqué la fraude fiscale. Ça en chute les recettes de la fraude fiscale. Et un oubli dans ce budget, c'est effectivement lutter contre la fraude fiscale. C'est effectivement taxer les GAFA. Et là, je vois de rien de neuf sous le soleil. Je continuerai mon combat dans cette direction. Je vous appelle à vous mobiliser aux côtés des fonctionnaires pour la qualité de notre service public partout sur le territoire national. Donc, ce budget continue, comme hélas beaucoup des précédents, à essayer d'attaquer le modèle social et républicain français en essayant de nous faire croire que les modèles anglo-saxons sont meilleurs. Eh bien, les modèles anglo-saxons sont partout, eux aussi, en crise. Le libéralisme ne convainc plus personne parce qu'il est inefficace. C'est quand même un comble
que la France, qui avait jusqu'à présent, à défaut de totalement résister, avait quand même manifesté une certaine distance par rapport à ce modèle libéral, au moment où il échoue, sont en train de se plonger à cause de M. Macron dans les pires perspectives d'avenir. Alors, chers amis, résistons. Alors, nous pouvons nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis vous pouvez me poser des questions, même sur ce sujet un peu ardu du budget, sur hashtag MNLFAQ. À bientôt.